Bonjour, bienvenue. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions pour votre présence au festival Histoire et Cité. Nous espérons que vous y passerez un agréable moment de culture et d'histoire. Si la thématique du jour vous intéresse, le festival vous recommande d'assister à la projection suivie d'une discussion Bloody Sunday, vendredi à 20h au cinéma du Grutli, salle Michel Simon. Vous trouverez le programme du festival à l'accueil situé au rez-de-chaussée et qui contient toutes les informations nécessaires. Nous vous invitons également à profiter de la librairie éphémère du festival au rez-de-chaussée du bâtiment uni du Four où vous arrêtez pour une boisson au bar La Guinguette situé au même endroit. Et surtout, n'oubliez pas que cette conférence sera suivie d'une séance de dédicace au rez-de-chaussée. Voilà, merci pour votre attention et très bonne conférence à vous tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour cette séance. Cette séance est consacrée à la rue, mais comme théâtre de la Saint-Barthélemy, un massacre en France, comme vous le savez, j'imagine, resté dans les mémoires par l'ampleur de ses ravages, qui touche aussi directement Genève, puisqu'il déclenche un premier refuge huguenot, et de là l'arrivée durable, mais plutôt temporaire dans cette première phase, il me semble, de protestants français en Suisse qui vont laisser quelques empreintes. L'invité du Festival d'Histoire et Cité, c'est vous, Jérémy Foa, pour cette séance. Vous êtes maître de conférence HDR, ce qui veut dire que vous pouvez diriger des doctorats en histoire moderne à l'Université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire TELEM. On vous doit un ouvrage très remarqué sur la Saint-Barthélemy, Tous ceux qui tombent, que vous trouverez à la librairie, paru aux éditions La Découverte. Et vous y proposez de dévoiler votre parcours, à la fois professionnel et intime, dans votre relation, dans ces archives, et les témoignages du massacre de la Saint-Barthélemy. Et plus récemment, vous avez commis le scénario d'une bande dessinée avec le dessinateur Pochep, qui en a fait les images, intitulée Sacrée guerre, de Catherine de Médicis à Henri IV. Et c'est le volume 10 de l'histoire dessinée de la France que vous trouverez aussi dans l'espace de librairie du festival. Donc cette bande dessinée est consacrée aux guerres de religion, dans lesquelles, comme vous le savez, s'inscrit la séquence de violence issue de la Saint-Barthélemy, puisque vous le verrez dans cette conférence de Jérémy Foa, la Saint-Barthélemy commence dans la nuit du 23 au 24 août 1572 à Paris, mais elle se prolonge dans les mois qui suivent et déborde largement les frontières de cette ville. Avant ça, Jérémy Foa, peut-être avant d'arriver au massacre lui-même, il faut peut-être dire quelques mots sur le climat à Paris en cet été 1572, puisque la tension politique s'instaure progressivement, ou en tout cas les conditions de possibilité de tension sont là, avec le fameux mariage de la princesse Marguerite, la fameuse reine Margot, Isabelle Adjani pour les cinéphiles, la sœur du roi, qui épouse donc Henri de Navarre, Daniel Auteuil, toujours pour les cinéphiles. Et ce mariage qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines. La fête, oui, plusieurs jours. Oui. Plusieurs jours, mais en présence donc des ennemis, puisque les catholiques et les protestants tentent de trouver une paix ensemble, mais c'est pas si simple que ça. Et cette fête de mariage se termine finalement sur une tentative d'assassinat, un attentat contre Coligny, le chef de guerre des protestants, ce qui ne va pas arranger évidemment le climat de cette ville. Donc la rue est déjà le théâtre de cette situation explosive qui aurait pu évidemment ne pas devenir ce qu'elle est devenue, mais qui se compose progressivement à la veille du massacre. Cette Saint-Barthélemy, c'est une décision de palais avant d'exister dans la rue. Et vous allez nous expliquer pendant une quarantaine de minutes, et puis ensuite on ouvrira largement le micro à vos questions, à vos interventions, nous expliquer un petit peu comment la Saint-Barthélemy prend place dans la rue et dans quelle mesure. Merci beaucoup. Je commence tout de suite. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Alors effectivement,
La Saint-Barthélemy, c'est un phénomène bien connu. Vous connaissez probablement ce tableau qui est à Lausanne, le tableau d'un rescapé, François Dubois, qui a vécu dans sa chair le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris. Son frère, un médecin, y est mort. Lui a réussi à sauver sa peau et dans les années, alors on ne sait pas exactement quand, mais dans les années qui ont suivi cet événement, il a peint ce tableau qui figure sur absolument tous les récits, tous les livres, tous les manuels sur le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a fixé notre imaginaire. Et notre imaginaire, vous l'avez sous les yeux, c'est un massacre qui se commet dans la visibilité du public, en pleine rue. Vous avez ici sous les yeux des femmes, des enfants qui sont massacrés par leurs propres voisins. Et ici, la scène qu'on a sous les yeux, c'est une scène de rue. C'est une scène où les protestants sont visiblement traînés à la Seine. Vous voyez la Seine en diagonale de ce tableau. Les protestants et les protestantes sont traînés à la Seine par leurs propres voisins. Au fond du tableau, vous voyez le château du Louvre, qui est directement pointé par le peintre en accusation. Et au sein du château du Louvre, vous voyez probablement une silhouette noire, juste devant la porte d'entrée, une silhouette noire qui se penche sur un tas de cadavres. Ici, le peintre accuse quelqu'un, pointe du doigt les responsabilités. Ce quelqu'un, c'est Catherine de Médicis, ici représentée dans sa représentation iconique en éternelle veuve en noir. Ce que je vais essayer de vous montrer dans ces quelques minutes, c'est que cette représentation canonique du massacre, d'un côté, elle est vraie. Effectivement, il y a eu des violences de rue. Effectivement, la rue a été en pleine effervescence et ça a énormément choqué les contemporains, d'où ce tableau, d'où les tas de cadavres dans la rue, mais qu'en même temps, d'où le titre de mon intervention, est-ce que la majorité des massacres ont eu lieu dans la rue? Ce n'est pas certain, et je vais essayer de vous montrer que si ça a beaucoup frappé les contemporains, ces tas de cadavres, la présence du sang et des morts dans la rue, l'immense majorité des mises à mort, les mises à mort de masse, ont eu lieu derrière des hauts murs, de manière discrète, et notamment en prison ou encore dans les maisons particulières des tueurs. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer en deux temps. Premier temps, vous montrer qu'effectivement, on a une Saint-Barthélemy dans la rue, une Saint-Barthélemy de la rue, que la rue est dangereuse, et qu'on a beaucoup de témoignages en ce sens-là, mais qu'il faut se méfier des témoignages parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs. Les témoignages qu'on a, c'est les témoignages des rescapés, par définition, qui ont vécu dans leur chair la rue en effervescence. Ce que je vous montrerai dans un deuxième temps, c'est que sans doute l'immense majorité des massacres n'a pas laissé de traces, n'a pas laissé de témoins. Les gens qui en ont été les victimes n'en ont pas parlé, puisque sitôt entrés en prison, ils ont été assassinés, puis lancés à la Seine. Mais commençons dans un premier temps par la Saint-Barthélemy de la rue la plus connue, celle du tableau de François Dubois. Premier exemple, une mort bien connue, un président au Parlement, Pierre de Laplace, un grand protestant. Ici, on a le récit par un témoin de sa mort. Qu'est-ce qu'on nous dit? La rue est en effervescence, on entend du bruit un petit peu partout. Des soldats rentrent chez Pierre de Laplace et lui demandent de sortir pour aller rencontrer le roi et pour aller au Louvre. Je vous lis ce que vous avez sous les yeux. Le seigneur de Laplace répondit qu'il se sentirait toujours fort heureux d'avoir le moyen, avant que de partir de ce monde, de rendre compte à sa majesté de toutes ses actions et déportements. Mais que pour lors, les horribles massacres qui se commettaient par la ville, il lui serait impossible de pouvoir aller jusqu'au Louvre, sans encourir un grand et tout évident danger de sa personne, mais qu'il était en lui d'assurer sa majesté, en laissant dans son logis tel nombre de ses archers que bon lui semblerait, jusqu'à ce que cette furie du peuple fût apaisée. Donc ici, on a un protestant, Pierre de Laplace, qui est chez lui, qui n'ose pas sortir
pour aller au Louvre, parce que la rue est occupée par une sédition catholique qui veut en découdre avec les protestants. À ce premier niveau, il réussit à résister, Pierre de la Place, il reste chez lui, on met des archers, il ne sort pas de chez lui, et même il barricade sa maison. Et puis dans un second temps, de nouveaux catholiques rentrent chez lui, c'est la scène que vous avez sous les yeux. Sénocé, qui est le prévôt des maréchaux, arrive chez Pierre de la Place, se voyant fort pressé par le dit de Sénocé de s'acheminer vers sa majesté, c'est-à-dire au Louvre, tout résolu à la mort, qu'il voyait lui être préparé. Pierre de la Place prit un manteau, embrassa sa femme et lui recommanda fort d'avoir sur toute chose l'honneur et la crainte de Dieu devant les yeux. Et ainsi se partirent avec une grande allégresse. De là, étant arrivés en la rue de la Verrerie, vis-à-vis de la rue du Coq, certains meurtriers, qui l'attendaient avec des dagues nues, il y a environ 3 heures, le tuèrent comme un pauvre agneau, au milieu de 10 ou 12 archers du dit Sensé qui le conduisaient, et fut son logis pillé par l'espace de 5 ou 6 jours. Ici, témoignage qui nous montre une mise à mort en pleine rue, en public, devant les voisins, assumée. Je vais continuer à vous montrer un certain nombre d'exemples. J'attire simplement votre attention sur le fait que ces témoignages, qui sont véritables, qui sont authentiques, sont toujours, et cela introduit un biais dans notre compréhension, sont toujours des témoignages de grands de ce monde, d'aristocrates qui, eux, ont été tués spectaculairement dans la visibilité du public, pour leurs fautes, pour expier leurs fautes en public. Ce n'est pas le cas de l'immense majorité des protestants parisiens, des humbles ou même des simples bourgeois qui, eux, ont été amenés en prison, puis ont été assassinés. Deuxième exemple, protestante bien connue, Charlotte Duplessis-Mornay. Charlotte Duplessis-Mornay, elle est montée à Paris pour le mariage. Elle a fait la fête, elle a connu la rue en liesse, et puis, au milieu de la nuit, j'étais encore au lit quand une mienne servante de cuisine, qui était de la religion, qui était protestante, et venait de la ville, donc Charlotte Duplessis est dans un faubourg, sa servante vient de Paris. Elle me vint trouver fort effrayée, me disant que l'on tuait tout. Je ne m'étonnais pas soudainement, mais ayant pris ma cotte et regardé par mes fenêtres, j'aperçus à la grande rue Saint-Antoine, où j'étais logé, tout le monde fort ému, plusieurs corps de garde, et chacun des chapeaux, et chacun à leur chapeau des croix blanches. Donc ici, une scène encore de rue du faubourg Saint-Antoine. Les massacreurs sont sortis et massacrent les protestants. Elle va s'en sortir, c'est pour ça qu'elle a raconté cette histoire. Sully, qui deviendra ministre d'Henri IV, que vous connaissez tous, il est adolescent pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, il fait ses études à Paris, il est sur la montagne Sainte-Geneviève, comme beaucoup d'étudiants, il est réveillé par le bruit. Il est réveillé par les bruits de la rue qui viennent à sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un réflexe incroyable pour un jeune homme, une ruse magnifique. Je me revêtis, dit-il, de ma robe d'écolier, et prenant une grosse paire d'heures, il a l'idée de prendre avec lui un livre catholique. Il glisse dans son manteau un livre catholique. Et c'est ce livre qui va lui sauver la vie, qui va lui servir de passeport. Je descendis. Je fus saisi d'horreur en entrant dans la rue, de voir des furieux qui couraient de toutes parts et enfonçaient les maisons en criant « Tue, tue, massacre les Huguenots !» Et le sang que je voyais répandre sous mes yeux redoublait ma frayeur. Je tombai au milieu d'un corps de garde qui m'arrêta. Je fus questionné, on commençait à me maltraiter, lorsque le livre que je portais fut aperçu, heureusement pour moi, et me servit de passeport. Je retombais 2 autres fois dans le même danger, dont je me tirais avec le même bonheur. 3 témoignages ici, incontestables, qui montrent une rue massacrante, dont seuls quelques personnages bien avisés comme Sully réussissent à se tirer en exhibant un livre catholique. Dans la rue, les témoignages sont tous dans le même sens. Il y a des personnages qu'il faut savoir séduire. Les personnages qu'on doit séduire dans la rue, ce sont les concierges. Et tout soudain, dans ces événements dramatiques, des personnages d'humble condition, comme des portiers
ou des concierges qui ont le pouvoir de vous faire passer d'un espace à l'autre acquièrent un pouvoir démesuré. Et ces aristocrates, c'est le cas de Sully ou de Charlotte Duplessis-Mornay, se souviennent que très souvent, ils doivent leur vie, ils doivent leur survie à ces humbles personnages qu'ils ont su séduire dans la rue. Futur maréchal de France, Jacques non pas de Caumont-la-Force, écrit ses mémoires très tardivement au début du XVIIe siècle. Son père est mort, son frère est mort, et lui s'est caché sous le cadavre de son père et de son frère, feignant être mort. Au milieu de la nuit, des profiteurs de guerre sortent pour piller les cadavres. Lui, il a 14 ans, il est caché sous le corps de son père. Il parle de lui à la troisième personne. Il demeura ainsi tout nu, jusqu'à ce que sur les 4 heures du soir, ceux des maisons voisines, sortant soit par curiosité, soit dans le désir de profiter de ce que les bourreaux avaient laissé, s'approchent pour visiter les corps. Un marqueur du jeu de paume. Vous voyez ici de conditions modestes. Quelqu'un qui est un profiteur de guerre et qui, soudain, va avoir pitié, soudain va sauver ce jeune garçon. Un marqueur du jeu de paume de la rue Verdelais, voulant lui arracher un bas de toile qui lui était resté à une jambe, le retourne, car il avait le visage contre terre. Et le voyant si jeune, s'écria « Hélas, celui-ci n'est qu'un pauvre enfant, n'est-ce pas? Grand dommage. Quel mal pouvait-il avoir fait ?» Ce qu'entendant, le jeune Caumont leva doucement la tête et lui dit tout bas « Je ne suis pas mort. Je vous prie, sauvez-moi la vie. » Mais soudain, lui mettant la main sur la tête, « Ne bougez pas, dit-il, car ils sont encore là, ce qu'il fit. » Et le dit homme, se promenant par là peu de temps après, s'en revint à lui et lui dit « Levez-vous, car ils s'en sont allés. » Et soudain, il lui jette un méchant manteau sur les épaules, car il était tout nu. Séduire ce genre de personnage, à cheval entre la rue et la maison, est décisif pour les rescapés. Il faut savoir convaincre un portier, un marqueur du jeu de paume, de vous sauver la vie. Avec quoi il le sauve la vie? Avec un mauvais manteau. Quand on est un aristocrate comme Sully, on est visible à la richesse de ses vêtements. Avoir un mauvais manteau, ça sauve la vie. Sauf que quand on est un aristocrate, avoir un mauvais manteau, c'est pas si facile à trouver. On a de très nombreux témoignages d'aristocrates qui vont payer très cher le fait d'avoir des mauvais vêtements. Ces humbles ont un rôle décisif car, positionnés sur le seuil de la maison, ils ont le pouvoir de vous sortir de la rue, où l'on vous tue, pour vous cacher chez eux, où l'on vous sauve. Dans la mémoire de Sully, toujours, il réussit à franchir plusieurs corps de garde. Il se dirige vers son collège en se disant que le principal de son collège, qui s'appelle Lafaille, acceptera de lui sauver la vie. Il franchit au péril de sa vie plusieurs corps de garde et là, il est bloqué par un portier qui refuse de le laisser rentrer. Le portier, m'ayant 2 fois refusé l'entrée, je demeurais au milieu de la rue, à la merci des furieux dont le nombre ne faisait qu'augmenter et qui cherchaient avidement leur proie. Lorsque je m'avisai de demander le principal de ce collège, soudain, il a une idée, un nom qui le sauve la vie. Lafaille, allez chercher Lafaille. Lafaille arrive et le sauve. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Ces personnages qui sont à la lisière de 2 univers, il faut savoir leur graisser la patte. Le portier, gagné par quelques petites pièces d'argent que je lui mis dans la main, ne me refusa pas de le faire venir. Cet honnête homme, Lafaille, me fit entrer dans sa chambre. Donc on a un espace domestique qui permet aux protestants d'être sauvés. Ce que je voudrais vous montrer désormais, c'est que, en passant des aristocrates aux bourgeois, puis aux plus humbles protestants, l'histoire change. La présence dans la rue, la capacité à être sauvé dans la rue, la capacité à graisser des pattes, à séduire des portiers, s'effiloche progressivement et les protestants les plus humbles vont être raflés chez eux, conduits en prison et en réalité assassinés discrètement dans les prisons. Pour faire cette histoire, il faut s'appuyer sur quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui travaillait ici, c'est Simon Goulart, qui a écrit un livre précieux, parmi les livres précieux, qui s'appelle « Les Mémoires de l'État de France ». Quelques années après le massacre, il a interrogé tous les rescapés pour leur demander ce qui s'était passé pendant leur expérience du massacre de la Saint-Barthélemy. On se rend compte, en lisant Simon Goulart, que la plupart des personnes
dont il parle ont disparu en prison. Les voisins sont venus chez eux, ont frappé à la porte, ont sonné à la porte. Les protestants sont descendus poliment, parce que c'était leurs voisins, parce qu'ils les reconnaissaient. Tout ceci se passe sans violence. Et c'est précisément parce que tout ceci se passe sans violence que les protestants ne résistent pas. Il n'y a aucune résistance protestante au moment du massacre de la Saint-Barthélemy. Ils se laissent conduire aux prisons par leurs voisins, parce que cette scène, ils l'ont déjà vécue. Ça fait plusieurs années que ces mêmes voisins, souvent des miliciens, les persécutent, les harcèlent, les jettent en prison. Il y a donc une expérience banale, quand on est un protestant parisien en 1572, qui est celle de la persécution, du harcèlement. On sait qu'on va rester en prison 1 mois, 2 mois, c'est l'expérience quotidienne, mais on sait qu'on va s'en sortir. Et donc les protestants lambda anticipent très mal ce qui les attend, parce qu'ils imaginent qu'ils vont croupir en prison comme d'habitude, mais qu'au bout d'un moment, ils vont s'en sortir. Ce qui se passe au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est que des gestes ordinaires, des gestes de la persécution quotidienne que les catholiques appliquent sur leurs voisins protestants depuis 5 ou 6 ans, eh bien désormais on va les conduire en prison, et au lieu de les laisser croupir en prison, on va les assassiner en prison. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant en parlant un peu plus des tueurs ordinaires. Si on fait une enquête sur les tueurs du massacre de la Saint-Barthélemy, on se rend compte qu'il n'est pas possible d'être efficace dans la rue. On ne peut pas tuer 3000 personnes en si peu de temps dans la rue. Il faut un massacre à la chaîne, il faut des protestants désarmés qui n'ont nulle part où aller, qui sont fatigués par plusieurs nuits blanches dans les prisons de la conciergerie et qu'on va tuer à la chaîne, mécaniquement. Ça demande beaucoup d'énergie de tuer les gens chez eux, ils peuvent toujours fuir, d'ailleurs ils le font par les toits, par les égouts. En prison, on les rassemble, les voisins les amènent aux prisons, puis s'en lavent les mains. Et aux prisons, une poignée de tueurs, pas 10, si plutôt 10, pas 100 tueurs, mais 10 tueurs, vont réussir à tuer 3000 personnes. Mon hypothèse, c'est que la foule parisienne, ou lyonnaise, ou bordelaise, qu'on a souvent accusée, en réalité, n'est probablement pas responsable des massacres de la Saint-Barthélemy. On a tort d'imaginer que les massacres de la Saint-Barthélemy se déroulent massivement dans la rue par une foule en délire qui se jette sur les protestants. Tout ceci est très bien organisé, relativement rationnel, même s'il y a des choses visibles qui marquent les consciences, comme des tas de cadavres. Mais derrière les tas de cadavres, il y a des assassins à la tête froide qui vont chercher les protestants chez eux et qui les amènent en prison. Prenons Michelet, qui avait très bien senti, dès le XIXe siècle, ce phénomène, en disant que ce n'est pas le peuple qui a assassiné les protestants. Ce sont au contraire de bons bourgeois, des miliciens, et qui n'ont pas fait ça dans la rue, mais ils ont fait ça en prison. Car quand on parle systématiquement de la rue pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, on désigne ceux qui sont dans la rue, à savoir le peuple. Et on oublie les vrais assassins, qui sont des bons bourgeois, qui sont des miliciens, et dont je vais vous parler maintenant. Quelques années auparavant, le massacre de la Saint-Barthélemy, vous avez cette supplique. Marie Passard, une protestante, qui est arrêtée et qui va passer plusieurs mois en prison. Ici, vous avez la répétition générale du massacre de la Saint-Barthélemy. Par qui a-t-elle été arrêtée ? Je voulais souligner ici, par 2 hommes, qui s'appellent Thomas Croisier et Claude Chenet. Ce sont 2 miliciens qui, ici, vont jeter Marie Passard en prison. Elle va s'en sortir, on est en 1569 à ce moment-là. Par contre, en 1572, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont aller la chercher chez elle. Vous voyez, ils savent où aller, ils connaissent son adresse, et ils vont l'assassiner en prison. Thomas Croisier, Claude Chenet, retenez bien ces noms, ce sont les principaux responsables du massacre de la Saint-Barthélemy. Thomas Croisier l'a tué de ses mains, dit-il, 400 personnes. Quand on fait attention, on se rend compte que les contemporains, très souvent, ne désignaient pas la foule, ni même la rue, comme le théâtre du massacre de la Saint-Barthélemy, mais des individus bien précis qui étaient un petit peu masqués parfois, parce que Thomas Croisier reste un caïd dans les rues de Paris pendant 30 ans après le massacre. Donc on ne peut pas le dénoncer si facilement. Quelques années après, on a Jacques-Auguste de Thou qui livre ce témoignage. « J'ai vu bien des fois, et toujours avec un soulèvement de cœur involontaire, se crucer
homme d'une figure vraiment patibulaire et qui se vantait, en montrant son bras nu, d'avoir égorgé dans un seul jour plus de 400 personnes. Alors, vous voyez ici ce qui a fait écran, c'est la mauvaise traduction du latin, parce que de tout écrit en latin, cruceum, croisier en fait en français, sauf que ça a été traduit crucé en français, qu'on aurait dû traduire croisier. Et cette mauvaise traduction a masqué le véritable coupable, Thomas Croisier. Si on suit Jacques-Auguste de Thou, et je pense qu'il faut le suivre, si Croisier a véritablement tué 400 personnes, comme il s'en vante, vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'une foule en délire pour tuer 3000 protestants à Paris. 10 hommes, mettons 20, bien entraînés, qui tuent mécaniquement dans les prisons, ça suffit. Pour prouver ce que je viens de vous dire, il faut faire une enquête dans les registres d'écrou de la principale prison de Paris. La principale prison de Paris, c'est la Conciergerie. C'est là que les protestants ont été arrêtés, persécutés par ces mêmes voisins les années avant le massacre. Vous avez sous les yeux le laboratoire du massacre. La répétition du massacre se joue dans les années auparavant dans les prisons de Paris où les miliciens arrêtent leurs voisins protestants, répètent des gestes, mémorisent des visages, des adresses qui leur permettront d'être extrêmement efficaces le soir du massacre. Ça ressemble à ça. À gauche, vous avez le motif d'incarcération, hérésie, c'est-à-dire protestantisme. Vous avez le nom de la personne, ici c'est Jeu en mort, vous avez son adresse. Il habite rue des Prêcheurs. Et puis peut-être vous voyez à la 6e ligne, vous avez les personnes qui ont arrêté ce Jeu en mort, amené prisonnier par Thomas Croisier et Claude Chenet. Si on fait les comptes, et je les ai faits, 3 hommes, pas 3000 hommes, 3 hommes, sont à l'origine de plus de la moitié des 500 emprisonnements pour protestantisme à la Conciergerie entre 1567 et 1570. On a 3 hommes qui sont des militants, qui sont des miliciens, qui sont des catholiques fanatiques, qui ont fait plus de 250 arrestations, qui passent leur vie à persécuter les protestants. Ce sont ces mêmes 3 hommes qui, le soir du massacre de la Saint-Barthélemy, seront les principaux artisans de la mise à mort mécanisée derrière les prisons. Croisier, à lui seul, est responsable de 110 arrestations en 3 ans. 72 tout seul. Plusieurs fois par jour, il va chez les protestants, il les jette en prison. Il mémorise ainsi des visages et des adresses. Quand on reprend avec ces informations les descriptions des témoins ou des rescapés du massacre de la Saint-Barthélemy, on se rend compte qu'il y avait des indices qui nous mettaient sur la piste. Et même si le tableau de François Dubois est tout à fait justifié à parler de la rue, il faut être sensible à ceux qui parlent des prisons. Reprenons Simon Goulard, l'un de nos meilleurs informateurs. Qu'est-ce que dit Simon Goulard? Il décrit les prisons du Châtelet de Paris, du Fort-l'Évêque, comme, je cite, pleines de prisonniers, auxquels on donnait espérance de relâche, mais la nuit, on les saccageait cruellement par cinquantaines, puis on jetait leurs corps en l'eau. Il se trouve que les prisons de Paris sont particulièrement bien situées pour se débarrasser des cadavres, puisqu'elles sont toutes en bord de Seine. Et vous savez que les protestants ont été lâchés dans la Seine. Un autre témoignage, c'est dans le Réveil matin des François, écrit 1 an plus tard, Pezou, un autre des tueurs sanguinaires de ce massacre. Il se vante d'avoir jeté 120 huguenots dans l'eau et, un témoignage très précis, qu'il en avait encore entre ses mains autant pour la nuit. Quand on lit ce témoignage, il en a encore entre ses mains autant pour la nuit. Ça veut dire que ces personnes sont rassemblées dans un endroit, c'est soit une prison, soit un domicile privé. Ça va nous permettre de relier deux types de massacres qui souvent étaient séparés. On parle du massacre de Paris d'un côté et on dit que les massacres en province sont différents. En réalité, ça se passe de la même manière en province. À Toulouse, à Bordeaux ou à Rouen, les protestants ici savent qu'il y a eu un massacre. L'effet de surprise, bien sûr, en province n'existe pas. Pour leur sécurité, dit-on, on les a mis en prison pour les protéger de la foule en délire. Mais qu'est-ce qui se passe aussi bien à Bordeaux qu'à Toulouse qu'à Rouen? Les catholiques volent les clés de la prison, rentrent en prison et massacrent les protestants de manière mécanique. Des hommes fatigués par plusieurs nuits blanches, désarmés, qui sont tués les uns après les autres. À Toulouse, par exemple, avant soleil levé,
Donc à l'aube, 2 écoliers, l'un nommé la Tour et l'autre l'Estelle, ayant assemblé quelques garnements en nombre de 7 ou 8, vous voyez ici, on n'est pas dans des ordres de foule, hein, on est dans des ordres individuels, personnels. 7 ou 8, armés de haches et de coutelas, s'en allèrent à la conciergerie par le commandement de l'avocat général et, étant entrés donc dans la prison, ils firent descendre ces pauvres prisonniers les uns après les autres et les massacraient au pied des escaliers, sans leur donner loisir de parler ni de prier Dieu. Et de la sorte, comme on assure, en furent tués plus de 300. Alors les prisons, c'est le lieu, à l'abri des regards, qui va permettre à ces tueurs d'être efficaces. Mais on a aussi leur maison personnelle, car très souvent, les voisins, qui savent que Thomas Croisier, Nicolas Pezou, ces miliciens sont des militants, très souvent les voisins amènent directement chez Croisier les protestants. Ce qui fait que la maison de Thomas Croisier, on en avait quelques idées, la maison de Thomas Croisier, ça va être le quartier général des massacreurs. Là, on a cette phrase tardive d'Agrippa d'Aubigné, qui n'a pas vécu le massacre, mais qui était très bien renseigné. Agrippa d'Aubigné nous peint cette scène qui, pendant longtemps, n'a pas été prise au sérieux, parce que Agrippa d'Aubigné, c'est un poète, et il ne fait pas nécessairement ici office d'historien. Qu'est-ce que nous dit Agrippa d'Aubigné ? En la vallée de Misère, il y avait une porte que nous avons vue peinte de rouge, à laquelle les principaux massacreurs, comme Tanchou, Pezou, Croisier et Périer, étaient, durant les 3 jours, ou toutes, ou partie d'eux. Là, on a mené à l'entrée de la porte les misérables que ceux-ci recevaient et menaient sur des planches, par où on va au moulin, pour les précipiter entre 2 piliers du pont. Donc, vallée de Misère, ça a été longtemps pris de manière métaphorique comme une façon de parler de la Seine. Et donc, je me suis dit, bon, Agrippa d'Aubigné parle de la Seine, mais en réalité, Agrippa d'Aubigné parle de quelque chose de bien plus précis, et il fallait beaucoup de chance pour le trouver, mais il parle quand même d'une porte, une porte rouge. Il parle de la porte d'une maison à laquelle on amène les protestants et au sein de laquelle, à l'intérieur de laquelle ils sont massacrés. C'est une scène d'intérieur. Ce n'est pas une scène de rue, c'est une scène d'intérieur. Il se trouve que vallée de Misère, dont parle ici Agrippa d'Aubigné, ce n'est pas du tout une appellation métaphorique. C'est un vrai toponyme parisien. C'est un toponyme parisien qui désigne précisément les bords de Seine, aujourd'hui le quai de la Mégisserie. Habituellement habité par des activités salissantes, mais aussi par les orfèvres. Avec beaucoup de chance et un petit peu de travail, j'ai trouvé un document qui est le don gratuit, c'est la liste de tous les Parisiens qui ont payé l'impôt en 1571, et on a les adresses des principaux contributeurs, donc des plus riches des Parisiens. Donc il y a des milliers et des milliers de pages, et au bout de quelques heures de travail, on finit par tomber sur ceci, Vallée de Misère. Vous comprenez comment mon cœur s'arrête à ce moment-là. Vallée de Misère, donc ça existe. Qui habite en 1571, un an avant le massacre, qui habite Vallée de Misère, en bord de Seine, qui a une maison en bord de Seine? Descendez tout en bas de cette photographie, de cette archive, vous voyez que le dernier contributeur, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il s'appelle Thomas Croisier. Le principal tueur de la Saint-Barthélemy a effectivement une maison en la Vallée de Misère. Il a effectivement une rente de situation dans laquelle il peut se débarrasser des cadavres. Cette scène, elle est décrite par un autre témoin, très bien informé aussi, Pierre de l'Étoile, qui raconte ceci. Thomas Croisier, en sa maison de la Vallée de Misère, aujourd'hui on sait que c'est une maison de la Vallée de Misère, qui est de la Mégisserie, qui coupe la gorge d'un conseiller, puis la jetant à l'eau par une trappe qu'il avait en sa maison. Cette scène était passée inaperçue, mais là, l'Estoile nous parle d'une maison par laquelle on a une trappe et on peut se débarrasser des cadavres. Vous imaginez l'efficacité de ce genre de dispositif pour se débarrasser à la chaîne de dizaines, de centaines de cadavres. On a une porte rouge dans laquelle les voisins, feignant de ne pas savoir ce qui va arriver aux protestants, amènent les protestants, les lâchent à Thomas Croisier et à ses collègues, on ferme la porte, on les assassine, on a une trappe et on les balance en l'eau. Alors à quoi ça peut ressembler? Il se trouve qu'on a une gravure, début XVIIe siècle, mais c'est déjà ça qui nous montre à quoi ça peut ressembler la Vallée de Misère. Ça ressemble à ça. Et là, vous voyez assez bien les maisons en haut sur le quai.
pourrait probablement être une des maisons. Une de ces maisons est celle de Thomas Croisier, on ne sait pas laquelle. Et en dessous, on a quelque chose comme des grilles. Et on peut imaginer que la trappe de la maison de Thomas Croisier donne sur ce genre de grille et permet de lancer les corps par dizaines, par centaines, directement et en toute discrétion à la scène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça sera une façon de conclure. Ça veut dire que quand on parle de la rue, on désigne toujours le peuple, on désigne toujours les pauvres comme responsables des violences, car le peuple, les pauvres, l'élément populaire serait par nature violent et serait responsable massivement du massacre de la Saint-Barthélemy. Quand on accepte de faire un pas de côté et de sortir de la rue et de s'interroger sur les lieux où, massivement, ont été assassinés les protestants, à savoir dans les prisons auxquelles seuls les miliciens avaient accès, ou dans les maisons individuelles comme celle dont je viens de vous parler, on se rend compte que le peuple est en grande partie innocent de toutes ces violences, des massacres de la Saint-Barthélemy, et que ce sont de très bons bourgeois. Thomas Croisier est orfèvre, Nicolas Pezou est financier, Claude Chenet est brodeur du roi. Ce sont des hommes très bien insérés socialement, professionnellement, économiquement, avec un niveau de reconnaissance sociale très élevé. Ce sont ces hommes-là qui sont responsables des massacres de la Saint-Barthélemy. Et s'ils ont commis leur massacre derrière de hauts murs, c'est précisément car, même en 1572, il n'était pas si facile, il n'était pas si toléré par les Parisiens de mettre à mort des femmes et des enfants. C'était déjà illicite, c'était déjà considéré comme une sale guerre. Bien sûr, il y a eu des mises à mort dans la rue, il y a eu des mises à mort publiques, mais ici, l'immoralité et la conscience de l'immoralité du geste, dès le XVIe siècle, elle se manifeste dans le fait qu'on tue derrière de hauts murs. Je ne voudrais pas vous laisser sur une note si négative sur l'humanité, en abordant en conclusion une lueur dans ces heures bien sombres. On trouve dans les archives ces petits moments de bonheur. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vous en ai mis un sous les yeux. On trouve des choses assez rares, mais très émouvantes. Vous avez ici sous les yeux un faux témoignage. Vous avez ici des voisins qui sont de bons catholiques, ça se passe à Lyon en septembre 1572, qui, en pleine rue, acceptent de sortir de chez eux dans un Lyon en plein massacre pour aller devant notaire et mentir. En quoi ils mentent? Ils jurent devant notaire que Augustin Cerise, un orfèvre protestant, est un bon catholique. Et ils font un faux témoignage. Il jure devant Dieu qu'il est bon catholique alors qu'il est protestant, et ainsi, par le document que vous avez sous les yeux, ils font un faux certificat de catholicité, et ça va sauver Augustin Cerise. Donc vous voyez qu'il faut être sensible à l'infinie variété des attitudes possibles dans un massacre. On a une poignée de tueurs d'un côté, je vous en ai beaucoup parlé, Nicolas Pezou, Thomas Croisier, poignée d'hommes qui tuent d'un côté. De l'autre, une poignée d'hommes qui sauvent, pas beaucoup. Ici, les voisins d'Augustin Cerise. Et puis, au milieu, on a toute une variété d'attitudes possibles. Le marqueur du jeu de paume, dont je vous ai parlé, qui, au début, part pour profiter du massacre, pour piller des cadavres, et puis qui se ravise, soudain, qui est pris de pitié pour un jeune enfant. Toutes ces attitudes sont possibles, et ça doit nous laisser sur cette idée, qui sera vraiment ma dernière note, que même dans un massacre aussi épouvantable que celui de la Saint-Barthélemy, demeure toujours aux acteurs une forme de liberté. Je vous remercie pour votre attention. Les lumières sont très très fortes, donc on vous voit très mal, malgré tout. Je vais vous proposer de penser, de préparer quelques questions. Moi, je vais commencer par en poser une. Et puis ensuite, ce sera à vous de questionner ou d'interpeller Jérémy Foix après sa conférence.
Moi, j'ai une petite question. Alors, si finalement ces tas de cadavres, ces représentations peut-être un petit peu caricaturales et puis très spectaculaires qu'on a gardées de l'événement, qu'on doit largement à François Dubois et puis aux reprises, tout à l'heure je citais beaucoup La Reine Margot par jeu, mais c'est vrai que ces représentations de Patrice Chéreau des rues largement bloqués, même parfois par les assassinés de la Sainte de Barthélemy, jouent aussi leur effet sur cette mémoire. Si on ne voit pas tant de morts que ça, finalement, dans ces rues de Paris, c'est par ces rues que l'information circule, parce que si la décision est prise, malgré tout, au sein du palais, par la couronne, d'ailleurs, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Prenez votre micro. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais comment cette décision arrive à se diffuser aussi rapidement, aussi efficacement, justement, à travers la ville, pour arriver à un tel résultat? Alors en fait, effectivement, vous avez raison de pointer ce fait. Il n'y a probablement pas de décision venue d'en haut d'assassiner les protestants, ni à Paris, ni à Lyon, ni ailleurs. Qu'est-ce que décide la couronne? C'est à partir de ça qu'on peut commencer à réfléchir. Qu'est-ce que décide la couronne? Qu'est-ce que décide Catherine de Médicis et son fils Charles IX? Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, ils décident de faire assassiner une vingtaine de ceux qu'on appelle les huguenots de guerre. Coligny et son entourage, probablement parce que Catherine de Médicis ne souhaitait pas que ces hommes reprennent les armes, relancent une nouvelle guerre. Vous savez que à la suite de la tentative d'assassinat contre Coligny, le 22 août, les barons protestants menacent de se révolter, considèrent que le mariage était un piège et disent qu'ils vont reprendre les armes. Donc Catherine de Médicis arrive à l'opposé de ce qu'elle souhaitait faire. Elle voulait asseoir la paix et elle se retrouve à la veille d'une guerre. C'est probablement à ce moment-là qu'elle décide de manière préventive de faire assassiner par ses soldats, dirigés par les Guises, une vingtaine de chefs de guerre protestants. Voilà ce que, probablement, on n'a pas de preuves irréfutables, voilà probablement ce que la couronne décide. Qu'est-ce que les catholiques fanatiques, Croisier et ses amis, voient? Ce qu'ils voient, c'est des soldats qui sortent du Louvre et qui vont assassiner Coligny et puis les principaux aristocrates protestants du faubourg Saint-Germain. Ils le voient. Et à partir de ce moment-là, pour eux, c'est une divine surprise. Donc ils n'ont pas besoin d'ordre. Ce qu'ils voient, c'est que le roi a décidé de tuer les protestants. Et à partir de ce moment-là, ces hommes qui étaient prêts, ces hommes qui rongeaient leurs freins depuis plusieurs années, à qui on disait, bah non, désormais les protestants, c'est légal, même on va se marier, la fille du roi, la sœur du roi va se marier avec Henri de Navarre. Pour eux, c'est du pain béni. Enfin, ils ont le droit. Donc le signal, comment ça se diffuse dans les rues? Eh bien, c'est les soldats qui sortent du Louvre, qui vont assassiner Coligny, et Thomas Croisier, qui est juste à côté, tout ceci se joue dans un mouchoir de poche, eh bien, il assiste à cette scène. À partir de ce moment-là, ces hommes qui sont très mobiles, qui sont très expérimentés, mobilisent en très peu de temps leur soutien, leurs affidés, et vont chercher les protestants chez eux. Ils savent le faire. Ça fait des années qu'ils s'entraînent à persécuter les protestants, à les jeter en prison. Ça fait des années qu'ils mémorisent leur visage et leurs adresses. Voilà. Et par ailleurs, ce qui est frappant, c'est la force de cet événement dans les mémoires, alors que quasi instantanément, vous nous l'avez bien expliqué par ces grilles qui permettent d'évacuer les cadavres directement depuis la maison d'un des massacreurs. On efface immédiatement le crime. Et par ailleurs, quand on se promène aujourd'hui dans Paris, sur ces lieux, toujours très nettement reconnaissables, on a le Louvre, on a encore l'hôtel particulier qui était la demeure de Coligny. Finalement, on n'a gardé aucune trace, et même très peu de signes de reconnaissance, de commémoration de cet événement qui pourtant est dès son organisation, dès 1572, un événement international. On en parlera partout de la Saint-Barthélemy. Donc l'événement lui-même est effacé de l'espace public et de la rue. Alors pendant très longtemps, l'événement a été effacé, c'est-à-dire que c'est le désir de la couronne d'amnistier les tueurs, de ne pas poursuivre les responsables, donc on n'en parle pas. Et puis il y a ce fait qui est que les cadavres eux-mêmes ont disparu.
On les a lancés à la Seine, donc officiellement, s'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mort. On est dans des sociétés où les personnes ont tout à fait pu fuir à l'étranger. On sait qu'ils ont été probablement été ensevelis dans des fosses communes, mais beaucoup ont disparu à la Seine. Pendant longtemps, il y a un gigantesque sentiment de culpabilité catholique, plus une amnistie qui fait qu'on n'en parle pas. Mais quand même, alors ça a mis longtemps, mais dernièrement, la mairie de Paris a créé un jardin mémorial du massacre de la Saint-Barthélemy, juste en face du Louvre. Mais c'était l'an dernier. Jusqu'à présent, les mémoires étaient trop divisées, il y avait trop d'affrontements. Donc, il faut probablement y voir ici un signe d'apaisement. Aujourd'hui, on a un nom qui rappelle cet événement au cœur de Paris. Alors, comme je vous le disais, je ne vous vois pas très bien. Mais si vous voulez lever la main pour obtenir le micro pour intervenir, je crois que je vois quelqu'un qui est prêt à vous passer le micro à ma gauche. Il y a un monsieur au premier rang. Les autres, je suis désolée, je vous vois vraiment pas très bien. Mais Monsieur, vous vouliez poser une question? Non, finalement non. Alors, merci de lever le bras si franchement ici haut, parce que du coup, je vous vois. Ouais. Bonsoir, merci pour la conférence. J'avais une curiosité, enfin vous avez suscité ma curiosité, pas la sympathie, hein, j'insiste, au sujet de Thomas Croisier, mais je me demandais, comment dire, il rongeait son frein pendant quelques années, tout à coup il a pu laisser libre cours à ses pulsions, on va dire ça comme ça, et est-ce qu'une fois que l'événement est passé, alors j'ai compris qu'il n'a pas été poursuivi, on n'en parle plus, les cadavres il n'y en a pas, etc., etc., mais une fois qu'il a assouvi ses pulsions avec ses copains, est-ce que tout est revenu à la normale pour lui ou est-ce qu'il a tiré un avantage de ça, social, quelconque? Est-ce qu'il a été élevé ou au contraire, est-ce qu'il est tombé dans l'opprobre après ou rien du tout? Ou est-ce qu'il a finalement dû être jugé? Est-ce qu'il a été rattrapé pour ça? Est-ce qu'il a dû fuir en Argentine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est devenu persona non grata? Merci pour cette excellente question. On peut y répondre parce que la biographie de Thomas Croisier, on la connaît un petit peu par la suite. Alors non, il n'est évidemment pas du tout poursuivi. Et c'est le cas de tous les autres tueurs. Non seulement il n'est pas poursuivi, mais il est récompensé. Alors, d'abord, en 1573, il réussit à acquérir pour une somme tout à fait dérisoire, grâce à Catherine de Médicis, la maison d'une de ses victimes. C'est-à-dire que Thomas Croisier, en 1573, donc vous voyez, 6 mois après le massacre, s'installe dans la maison de Mathurin-Lussau. Mathurin-Lussau, c'est une victime de Thomas Croisier. Il a un magnifique hôtel particulier. Donc pendant des années, Thomas Croisier habite dans l'hôtel particulier d'une de ses victimes, alors que 6 mois auparavant, il habitait dans une maison misérable des bords de Seine. Thomas Croisier va continuer à être un caïd dans les rues de Paris, c'est-à-dire que la chasse aux Huguenots va continuer. Alors bien sûr pas avec ce niveau de violence, mais on a plusieurs témoignages qui montrent que dès qu'il croise quelqu'un qu'il suspecte de protestantisme, même encore dans les années 1580, il le lance à la Seine. Et il se trouve que sur la fin de sa vie, il y a un phénomène assez étonnant qui est typique du sentiment tardif de culpabilité des catholiques. Denis Crouzet écrit ceci, que au bout d'un moment, la violence des catholiques se retourne contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que la violence à l'égard des protestants a été inutile et que probablement Dieu ne voulait pas qu'on punisse les hérétiques. Peut-être que Dieu a envoyé les hérétiques pour nous punir et qu'il faut que nous améliorons, nous punissions pour que Dieu en finisse avec l'hérésie. Ça va donc donner naissance à une spiritualité de type pénitentiel, qui est typique du catholicisme du XVIIe siècle, où on se fouette, où on se punit. Et qu'est-ce que Thomas Croisier va devenir à la fin de ses jours, vraiment, dans les années 1590, ermite. Il devient ermite dans la forêt de Sénart. Alors aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y avait des ermitages possibles dans la forêt de Sénart, en banlieue parisienne. Mais il va finir ses jours se punissant, rongé probablement, mais là j'imagine. Tout ce que je sais, c'est que à la fin de ses jours, il est ermite dans un petit ermitage. Tous les autres responsables du massacre de la Saint-Barthélemy ont été gratifiés. Un seul exemple, Nicolas Pezou, un des pires tueurs, en janvier 1573,
donc 6 mois après le massacre. Il est gratifié par Henri d'Anjou, le fils de Catherine de Médicis, et il devient prévôt général de Languedoc. Donc tous ces hommes, non seulement ils ne sont absolument pas poursuivis, mais ils sont gratifiés, récompensés, remerciés par la couronne. J'ai l'impression que vous êtes une femme, mais je vous vois très mal. Je vous en prie. Bon, allez-y. Bonsoir, merci pour l'intervention. J'avais une question. Est-ce qu'on arrive à avoir une estimation du nombre de victimes de la Saint-Barthélemy? Et alors j'ai une deuxième question dans ma question et une troisième après. Sur combien de temps s'est déroulé le massacre? Et est-ce que selon les réponses, on peut même parler d'un génocide? Vous avez donc 8 minutes. Merci pour ces questions. Alors, je vais commencer par la question la plus difficile, la question du génocide. C'est difficile d'appliquer des termes qui apparaissent très tardivement sur un massacre du XVIe siècle, même si l'intention, si on s'intéresse à l'intention de faire disparaître un peuple, non pas pour ce qu'il a fait, mais par ce qu'il est, peut être dite génocidaire. Bien sûr, ce n'est pas une catégorie qui existe, ni qui fonctionne pour le XVIe siècle. Je dis ceci parce que la plupart de ces protestants qui ont été assassinés, on ne leur a pas laissé le choix de la conversion. C'est-à-dire qu'ils ont été assassinés pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils faisaient. Parce que si c'était simplement ce qu'ils faisaient, la conversion, l'abjuration aurait suffi. Ces hommes-là ont été rasés de la surface de la terre, et c'était l'intention de ces criminels. Voilà, ce n'est pas vraiment une réponse, mais moi je ne l'utilise pas en tout cas, ce n'est pas un terme que j'utilise pour penser le XVIe siècle, peut-être aussi pour des raisons d'ordre de grandeur, par modestie par rapport à malheureusement les génocides qui vont suivre massivement, et notamment au XXe siècle. Pour vous répondre au niveau des ordres de grandeur, en réalité on n'en sait rien, on répète toujours les mêmes chiffres, que moi-même je répète à mes étudiants, c'est 10 000 morts. 10 000 morts à Paris, mais en France, pardon, mais on ne sait pas vraiment d'où sortent ces chiffres. En France, c'est Paris, Toulouse, Rouen, Bordeaux, Lyon. Voilà. C'est les principales villes de France, 10 000 morts. Bon, on dit tout ça. Je ne sais pas d'où ça sort. La donnée la plus certaine qu'on ait, elle n'est pas inintéressante, c'est un fossoyeur des Saints Innocents à Paris qui est payé pour avoir enterré 1000 cadavres. Voilà. Donc c'est le chiffre le plus, c'est la donnée la plus certaine qu'on ait, c'est 1000 cadavres à Paris. Mais on peut imaginer qu'il y avait d'autres fossoyeurs dont on a perdu les archives, que beaucoup de cadavres, on le sait d'ailleurs, sont allés jusqu'à Rouen, ont flotté jusqu'à la Seine, n'ont pas été enterrés. Donc 1000 à Paris, c'est un minimum. Et Orléans, on a des chiffres aussi autour de 1000. Bon, on dit 3000 à Paris, 10 000 en France. En réalité, malheureusement, c'est très très fragile. La question du génocide est délicate, on l'entend bien, mais vous avez aussi récemment publié, avec d'autres, pas mal d'ouvrages sur les guerres civiles, Jérémy Foa. Est-ce que là, on est plutôt effectivement dans un schéma de guerre civile, c'est-à-dire, on voit bien deux groupes d'une même nation, si on peut employer ce terme à la fin du XVIe siècle, deux groupes d'une même nation, dont l'un en tue un certain nombre de l'autre, et puis ensuite le souci d'un retour à l'ordre, d'une manière de refaire société malgré les crimes qui seront impunis, et puis l'injonction à l'oubli. Oui, c'est exactement ça. C'est la Saint-Barthélemy, c'est un massacre qui prend place dans une guerre civile, dans un affrontement fratricide franco-français. Il y a des deux côtés, pendant les guerres de religion, des violences. Les protestants se sont emparés de plusieurs villes, ont souvent expulsé les ecclésiastiques, commis un certain nombre de violences. Donc il y a, depuis au moins 1562, depuis 10 ans, un climat qui est un climat de guerre civile et une volonté de se venger. En revanche, les massacres sont exclusivement le fait des catholiques sur les protestants. Le fait que ce soit une guerre civile, c'est-à-dire une guerre entre une même communauté,
entre personnes qui se connaissent, qui se ressemblent. C'est très important pour comprendre les modalités des violences qui sont commises sur les protestants. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les violences sont inouïes, sont bien supérieures à la simple nécessité de tuer. En bon français, on dit overkilling. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de tuer les protestants. On commet sur leurs cadavres des atrocités qui vont enfin les faire dissembler à nous-mêmes. Et donc c'est un massacre de la trop grande ressemblance. C'est un massacre de la frustration d'être confronté à des gens qu'on déteste et qui pourtant nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et les violences, le massacre de la Saint-Barthélemy, mais ce n'est pas le seul, sont l'occasion qu'enfin les protestants cessent de nous ressembler. Et en s'acharnant sur leurs yeux, en s'acharnant sur leur nez, sur leurs oreilles, sur leur ventre, on les rend enfin monstrueux, on les rend enfin dissemblants. Et donc il y a quelque chose ici qui dit ce que c'est qu'une guerre civile, c'est la nécessité de supporter, de subir, de vivre au quotidien avec des gens qui à l'intérieur nous dissemblent totalement et qui à l'extérieur nous ressemblent beaucoup trop. Une toute dernière question. Encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester de manière très... Voilà. Allô ? Je vous en prie. J'ai l'impression que quelqu'un a récupéré le micro. Bon, oui, bonsoir. Merci pour votre conférence. Je voulais poser une question concernant... Vous nous avez dit que ça a démarré au départ avec une vingtaine de personnages importants à Paris. Mais comment ça a pu se diffuser aussi rapidement à Toulouse, ailleurs, si ça n'avait pas été déjà préparé? Oui, merci beaucoup pour cette question qui est tout à fait importante. Alors, en province, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas du tout la question de la surprise. Donc, comment ça se passe en province? On finit par apprendre assez vite, et plus les villes sont proches de Paris, plus les habitants apprennent la nouvelle tôt. À Orléans, on apprend la nouvelle le 25 août. Comment est-ce que ça se passe? Les villes, à savoir les conseils de ville, les mairies, les maires, les conseillers, les échevins et les consuls, reçoivent une lettre de Catherine de Médicis et ou de Charles IX. Cette lettre, elle dit « Il y a eu un massacre à Paris. Je veux que mon édit de pacification soit maintenu et que les protestants soient protégés. » C'est ça que disent toutes les lettres. Donc la nouvelle de la Saint-Barthélemy, elle se diffuse via des courriers royaux qui incitent à protéger les protestants. Les protestants, pour être protégés, je l'ai dit durant ma conférence, sont très souvent, mais pas toujours, mis en prison. Et puis au bout d'un moment, il reste quelques semaines, parfois quelques jours en prison, au bout d'un moment, on a une foule de fanatiques qui dit « mais il faut en finir, car le roi le veut ». Alors ça, c'est le modèle le plus fréquent, c'est le massacre aux prisons, tout simplement sur l'inverse de ce que voulait le roi. Des catholiques fanatiques se saisissent des clés et tuent tous les protestants. On a d'autres cas, par exemple à Nantes, on a trouvé une lettre du duc de Montpensier. Le duc de Montpensier, c'est le gouverneur de Bretagne, qui est un catholique radical, qui écrit aux échevins de Nantes en disant « Il y a eu un massacre à Paris et le roi veut que vous fassiez la même chose ». Donc on a un gouverneur ici qui désobéit directement aux volontés de Catherine de Médicis et qui incite les Nantais à mettre à mort les protestants. Il se trouve que le maire de Nantes a un grand courage à l'époque, qui s'appelle Guillaume Harouis, on peut se souvenir de son nom. Guillaume Harouis désobéit aux ordres de son gouverneur en demandant des informations plus crédibles et il fait envoyer des hommes à Paris pour savoir vraiment l'intention de Sa Majesté. Mais on peut imaginer que ces courriers mal intentionnés, ces fausses lettres, ces catholiques radicaux qui circulent, alors bien sûr on a les ordres royaux qui circulent, mais on a aussi tous les marchands qui circulent, qui au bout de quelques jours arrivent à Lyon ou arrivent à Bordeaux et disent qu'il y a eu un massacre épouvantable à Paris, le roi le voulait. Et là, toujours en fonction des configurations locales, certaines villes basculent dans la violence, d'autres non. Par exemple, les massacres aux prisons, ce n'est pas du tout systématique. Les protestants ont été très souvent emprisonnés. Par exemple, à Châlons-en-Champagne, à Mâcon, à Clermont-Ferrand, qui ne s'appelle pas encore Clermont-Ferrand, Clermont en Auvergne, les protestants sont emprisonnés. Et là, il ne se passe rien. Tout simplement parce que le plan de Catherine de Médicis fonctionne, les protestants sont protégés
du fait d'être emprisonnés. Bon, voilà comment ça se déroule. Ce qui est surprenant, parce qu'on parle beaucoup des massacres de la Saint-Barthélemy, à raison, hein, mais le fait massif, ce sont les non-Saint-Barthélemy. Le fait massif, c'est le nombre de protestants qui n'ont pas été tués, c'est le nombre de villes dans lesquelles il n'y a pas eu de massacre de la Saint-Barthélemy. 10 000 morts, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire, 10 000 morts c'est épouvantable, c'est toujours trop, mais il faut aussi voir dans l'autre sens tous les protestants qui n'ont pas été tués, ceux qui ont été sauvés. Dans beaucoup de villages en France, on a eu ce qu'on appelle des pactes d'amitié très émouvants. Hein. En septembre 1572, par exemple, à Millau, les protestants et les catholiques apprennent le massacre parisien et eux, ils font un pacte par lequel ils jurent de vivre ensemble en frères, amis et concitoyens. Et il n'y a aucune violence, ni à Millau, ni à Saint-Afrique, ni de manière générale dans le Rouergue. Merci Jérémy Foa, merci à toutes et à tous. Alors en sortant d'ici, vous allez vous installer tout de suite à la librairie pour signer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vos ouvrages, dont Tous ceux qui tombent, dont la bande dessinée sur les guerres de religion, et deux ouvrages collectifs sur la notion de guerre civile également. Donc on vous retrouve tout de suite pour ceux qui peuvent rester avec nous. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Anaïs.